Je m'appelle Fanny. Fanny Nunes. Nunes, un nom qui te colle à la peau dès la naissance. Une étiquette. Un nom qu'on dévisage avant de t'envisager. Un nom de gitane. Parfois, j'aimerais m'appeler Fanny de la Rochefoucauld. Ça le fait, non? Avoir l'étiquette d'un grand cru. Je suis née gitane. Je me suis toujours sentie différente, singulière. Car depuis toute petite, je voulais faire des études. Et chez les gitans, on va pas trop à l'école. Je voulais aller explorer le monde extérieur, m'ouvrir. Je suis fière de ma culture, de mon cépage. Mais je ne voulais pas rester enfermée dans nos habitudes, dans nos coutumes et dans nos familles. Je ne voulais pas rester figée, je voulais libérer mes arômes. Moi, je voulais être avocate. J'ai toujours été fascinée par ces femmes au charisme incroyable, celles qui défendent des personnes vulnérables, celles qui n'ont pas peur de crier leurs convictions. Ma référence, c'était les séries américaines. Mais je me suis dit que j'étais trop ambitieuse. En vrai, je connais aucune avocate gitane. Cet assemblage, il n'existe pas. C'est pas facile de choisir sa vie. On ne sait pas toujours dans quelle direction aller. Il ne s'agit pas de s'interdire des choses ou de renier ses racines. Non, personne ne doit renier ses origines. Mais nous avons la responsabilité de découvrir ce qui nous rend uniques. Ce qui me rend unique, moi, je le sais. Je suis chef d'équipe à Palmer. Et vous savez quoi? Eh bien, je m'assume ambitieuse. Je suis chef. Avoir une équipe, ça m'a mis en responsabilité. Je m'occupe de moi en ayant ce travail. Je m'épanouis dans mon travail et je mets beaucoup de valeur dans le travail. Surtout, je me suis rendu compte que travailler au bon endroit, c'est le bon chemin pour découvrir qui je suis. J'ai sous ma responsabilité depuis 2 ans 5 personnes. Et toute l'année, parce qu'à la vigne, on ne travaille pas que pendant les vendanges. Et pendant les vendanges, on a besoin de plus de monde. Alors je pilote une 40aine de personnes. Je dirige mon équipe avec 2 valeurs issues de ma culture, l'entraide et les rituels. Je vais d'abord vous parler de l'entraide. Chez les gitans, on est hyper soudés et très solidaires. Par exemple, lorsque l'un des nôtres a un souci de santé et qu'il est hospitalisé, il ne se retrouve jamais seul à affronter ses problèmes. C'est une évidence que tout le monde soit dans la salle d'attente. L'entraide, l'entraide à la vigne, c'est quand on a fini un rang. On va aider les autres. On fait les pauses tous ensemble, c'est aussi une évidence. Parlons des rituels maintenant. Dans nos traditions, on se réunit tout le temps. On s'assemble pour des occasions particulières ou sans aucun prétexte. Être ensemble pour nous, c'est un temps hors du temps, un temps qui peut se prolonger et durer longtemps, car c'est dans ces moments-là qu'on crée des liens. Et avoir des liens avec ton équipe te permet de les emmener loin. Alors dans mon équipe, on a instauré la grillade, tous les mercredis, obligatoire. C'est pour l'assemblage. C'est important que les gens se sentent bien. Kilian, il est animateur en chef de ce moment. Il met la musique, il danse, il chante, il chambre les autres. Et surtout, il gère la cuisson de la grillade. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Je me suis souvent grillée par mon attitude. Alors je me suis dit que 2 valeurs, c'était bien. Mais j'avais envie d'en rajouter une 3e, non issue de ma culture, la parole juste. Dans ma culture, on a le sang chaud. On est impulsif. On parle comme ça vient avec le verbe haut. Ça fermente direct et ça explose. Quand on est sous stress, sous tension, sous tristesse aussi, notre premier canal de communication, c'est la colère. L'agressivité directe et sans filtre. Chez nous, ça décante pas. Et je suis née dans ce mode de communication. C'était ma référence, mon modèle. Pour moi, la meilleure défense, c'était l'attaque. J'étais toujours en mode combattante.
Et pour gagner, je mentais, je déformais, j'amplifiais. Tous mes collègues me trouvaient agressive et plus personne ne voulait travailler avec moi. Alors, je finissais toujours dans le bureau de Sabrina, la directrice technique du château Palmer. Et j'ai beaucoup de respect pour Sabrina. Quand je me comportais pas bien au niveau du travail, elle m'a toujours accompagnée de façon juste. Elle m'a montré la ligne jaune à ne pas franchir. La ligne jaune, c'est quand tu tournes mal, tu tournes au vinaigre. Moi, j'avais pas vraiment la notion de limite dans la relation. Je fonctionnais à l'instinct, un peu comme les animaux, j'ajoutais des problèmes aux problèmes. Un jour, on vendangeait. Je parlais avec ma collègue. Jacques, le chef de culture, m'a dit d'arrêter de parler. J'ai répondu direct. Je fais ce que je veux. Je suis pas la dernière, je travaille en même temps. Me faites pas chier. Et il m'a répondu, fermez-la. Alors, c'est monté d'un cran quand je lui ai dit qu'il la ferme lui plutôt. Ajouter des problèmes aux problèmes. Et j'ai encore fini direct dans le bureau de Sabrina. Jacques a demandé une mise à pied sur le champ. Et à ma grande surprise, on s'est tous les deux fait engueuler. Sabrina nous a dit, vous communiquez, vous faites équipe, vous la jouez collective pour les vendanges, c'est une obligation. Bref, direct, efficace. Et elle nous a renvoyés bosser à la vigne, illico. Le retour dans la voiture, qu'est-ce qu'on s'est mis? Puis le lendemain, bien c'était passé. Une fois que les choses sont dites, ça va mieux. Et surtout, il m'a dit, ta colère, elle vient d'ailleurs. Alors laisse-la dans cet ailleurs. Car ici, à Palmer, c'est différent. Et il avait raison, Jacques. Ma colère, elle venait d'ailleurs. J'ai perdu ma mère à 22 ans, d'une pancréatite. Elle n'avait jamais montré aucun signe de maladie. Un soir, elle s'est sentie mal. On l'a emmenée aux urgences en mai. Elle est tombée dans le coma. Elle est décédée en août. Le temps d'un été, hyper rapide, hyper violent. J'étais très proche de ma maman. Elle était volontaire, elle portait toute la famille, c'était notre pilier. Et du coup, j'ai pris le relais. J'ai été obligée de me consacrer à ma famille. C'est ce qu'on appelle le dévouement inconditionnel. J'ai pas eu le temps de la tristesse, j'ai pas eu le temps de faire mon deuil, j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi, j'ai pas eu le choix. Je me devais d'être forte pour gérer la situation au mieux pour les membres de ma famille, pour mon frère, Johnny, 14 ans, et pour ma sœur, Charlène, 17 ans. Pour eux, j'ai été directe, l'avocate de la famille, sans formation, sans diplôme, sans expérience, mais avec toute ma bonne volonté. Quand je suis arrivée au château Palmer, j'avais 22 ans et j'étais immensément triste. Parfois, la tristesse, elle se déguise en colère. Et j'étais en colère. J'aurais voulu avoir une avocate, qu'on me défende, qu'on s'occupe de moi, que quelqu'un me dise « prends soin de toi, prends du temps pour te consolider ». J'étais une jeune fille qui venait de perdre sa maman. J'étais une victime. Et comme ma tristesse n'était pas reconnue, je ne pouvais pas avoir une parole ajustée. Sabrina et Jacques m'ont confié des responsabilités. Et l'élan de la colère s'est transformé en élan de l'action. J'avais un but, une utilité. Et l'opportunité de se développer s'est présentée. Et c'est parce que ma parole avait été ajustée que le poste de seconde culture m'a été confié. Mon état d'esprit a changé et du coup, ça a tout changé. Je suis arrivée vigneronne et 10 ans après, je suis manageuse. J'essaie d'être exemplaire. Il le faut pour mon équipe. Je m'impose des limites et puis je me dois de progresser. Car quand on a la responsabilité d'une équipe,
On a le devoir de les faire progresser eux aussi. Je veux être de celles qui donnent une chance à mon tour. J'ai décidé de reprendre mes études. Je veux continuer d'évoluer dans mon travail. Alors, je fais un BTS à distance que je finance avec mon travail. Je travaille mes cours le soir, après le travail dans les vignes. Je me suis mise en carafe. Je ne sors pas. Je joue pas à la play. Ma priorité à court terme, c'est mon BTS. Et à moyen terme, j'envisage de poursuivre un diplôme d'ingénieur. Et à long terme, d'avoir mon domaine. Je réalise un parcours de vie comme une mise en bouteille incroyable à Palmer. Mes avocats œnologues, ce sont Jacques et Sabrina. Ils ont gagné le procès de mon nom, a priori. Ils m'ont soutenu et ils m'ont laissé la chance de me révéler autre. Alors, je vous invite à questionner vos jugements, à regarder les autres sous une autre étiquette, celle du développement toujours possible, à ne pas condamner une personne ou un comportement, à ne pas étiqueter le secteur de l'agriculture ni le métier de vigneron ou de vigneronne, à ne pas juger une culture. Je vous invite à donner une chance à ceux qui arrivent cabossés par la vie, à ceux qui ont juste besoin qu'on leur signifie les limites, avec fermeté, mais aussi compassion. Soyez de ceux et celles qui permettent aux petits oiseaux fébriles, tombés trop tôt du nid, de grands rêves de voyage. Avec ou sans caravane. Merci. Ça, c'est un gland. Il est tout petit. Au fond de la salle, vous ne le voyez même pas. C'est un gland d'un chêne immense, un chêne mérant. Ce petit truc ridicule va pousser pendant 200 ans, très haut et presque sans nœud. Et avec le travail des hommes, et le mien en particulier, ce gland se transformera en magnifique tonneau, comme vous le voyez là. Et entre les deux, il y a beaucoup de niveaux à passer. J'ai toujours aimé les jeux de quête. Mon préféré, c'est Ragnarok, un MMORPG online. Un personnage avec des quêtes, un guerrier qui évolue en chevalier. J'ai mis dans ma tête que j'avais des missions à faire. Et quand tu passes toute ta vie à suivre tes missions, à suivre tes quêtes, ça te permet à débloquer des compétences et à atteindre des niveaux supérieurs. Et moi, je veux toujours gagner un niveau de plus. Je vais vous en parler de mes 3 quêtes essentielles. Ma quête de formation, ma quête d'autonomie et ma quête de maîtrise d'un savoir-faire artisanal et exceptionnel. Mon Graal à moi, devenir tonnelier à la tonnellerie Boot. Il n'y a pas de grand cru sans grand tonneau. Faire des tonneaux, c'est un métier noble, entre l'art et la technique. Nous utilisons des machines, des outils, mais ça ment surtout. C'est un métier de chevalier au service des plus grands châteaux. Et c'est parce que je suis fidèle à ces 3 quêtes que je suis devenu l'héros de ma vie. Mon histoire à moi, elle a démarré comme un conte de fées. Il était une fois, mon père était peintre à Disneyland Paris. C'est lui qui a refait le plafond du château de la Belle au Bois dormant. Il était une fois, ma mère, une princesse, mais pas comme les autres.
une princesse brésilienne. Et là, je suis arrivé, moi, tout petit, et avec plein de pouvoirs. Moitié français, moitié brésilien. De la culture brésilienne, j'ai gardé la chaleur, le sourire. De la culture française, j'ai le sens du travail bien fait. J'ai un lien très fort avec ma mère. Tout petit, je pouvais dormir que sur le ventre à ma mère. Posé sur le côté, je me réveillais direct. Ma mère, c'est ma base, mon socle. C'est à son contact que je me recharge. Il est important d'avoir une personne ressource pour avancer dans ses quêtes. Une personne ressource, c'est une personne que tu vas voir quand tu vas pas bien. Et après, tu te sens mieux, tu te sens rechargé. Tous les héros ont besoin de leur personne ressource. Ma première quête de formation, pour y arriver, il a fallu passer le premier niveau. Dans les jeux, le premier niveau est toujours facile. Mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. De 2 ans jusqu'à 22 ans, j'ai dû voir mon père 10 fois en tout. Une fois tous les 2 ans. Ça fait pas beaucoup. Mais il n'a jamais coupé le contact. Je recevais des gros colis avec des bonbons, des jouets, des voitures. Ça me faisait plaisir. C'est un peu comme les bonus qu'on ramasse dans Mario Kart. Et puis il y avait les lettres à mon attention. Que ma mère me les lisait et me les traduisait. Le manque d'un papa, je ne l'ai pas ressenti. Il était toujours là à sa façon. J'ai eu une enfance heureuse au Brésil, entourée uniquement de femmes brésiliennes. Le rêve. J'étais bon à l'école, j'adorais geeker. J'étais pris en 2 facs en sciences en informatique. You win. À la fin de mon premier semestre, je n'avais pas trouvé des stages. Donc, je ne pouvais pas valider le niveau dessous. J'ai activé le mode Warrior, un vrai guerrier. J'ai trouvé un premier stage de 8h à midi. J'étais dans une société en informatique. Ça me validait mes acquis pour l'université. J'avais débloqué des récompenses. J'ai ouvert une nouvelle zone. J'ai trouvé un deuxième stage de midi et demi jusqu'à 16h30 à un hôpital pour pouvoir me payer mes études. Et de 17h30 jusqu'à 23h, j'allais à la fac en cours de soir. J'étais trop fort. Tellement puissant que le samedi et le dimanche, je donnais des cours aux personnes âgées. Ça me permettait de débloquer un nouveau pouvoir. Car expliquer de l'informatique aux personnes âgées, c'est pas évident. Ça me permettait à me mettre au niveau et à simplifier mon discours. Et à la fin de ma quête de formation, j'avais acquis tellement d'heures, je pouvais en vendre à mes collègues qui n'en avaient pas assez. Maintenant, je vais vous en parler de ma deuxième quête, ma quête d'autonomie. Mon père il s'est retrouvé à la rue en France. Il avait perdu sa mémoire. Les gendarmes l'ont ramené à l'hôpital. L'assistante sociale a contacté ma mère. Nous étions sa seule famille. Ma mère a fait le choix de retourner en France. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Dans mon histoire, c'est la princesse qui vient au secours de son prince charmant. Nous avons tout quitté au Brésil pour l'aider. Ma mère avait vendu sa voiture, elle a mis un petit peu d'argent de côté. J'ai vendu mes 2 PlayStation, mais j'ai gardé dans mon sac à dos mon Xbox. Mon père, il était à Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin. Il avait des caillots de sang qui bloquaient sa mémoire. Mais il nous a reconnus. Il était tout content, il était souriant. Il disait à tout le monde: Ah, c'est mon fils. Il nous a demandé un éclair au chocolat que j'étais en pâtisserie lui en chercher. Je l'ai fait sa barbe. Ce jour-là, je me suis senti vraiment héroïque. Se sentir l'héros de sa vie, ça se passe par des petites actions toutes simples.
Ma petite action, je me suis inscrit en intérim. L'intérim pour réussir à ma quête d'autonomie. Et j'ai reçu l'appel de la tonnellerie Boot. Tonnellerie Boot, ma troisième quête. Nous rentrons dans le monde du feu. Je travaille toute la journée dans la chaleur à la tonnellerie. Le feu, c'est le meilleur ami de bois en tonnellerie. La chauffe, c'est le poste le plus technique. Je vous montre. Dans les jeux, le feu il est souvent utilisé pour forger des armes et symboliser la renaissance. C'est par le feu qu'un guerrier évolue en chevalier. Moi, j'ai progressé dans plusieurs rôles, comme dans Ragnarok. Nous sommes en équipe et chacun a son rôle. Tank, healer, DPS. À la tonnellerie, chacun doit remplir sa mission. Surveiller, centrer, bousiner, soutenir. Moi, j'ai fait tous les postes. J'ai eu des défis importants à relever sur chaque poste. J'ai dû m'entraîner, acquérir de la précision pour poncer, bousiner, monter. Ces défis, ils étaient comme des boss à combattre. Je suis devenu un healer. Un healer, c'est celui-là qui soutient. Je soutiens mes collègues, je soutiens ma famille. Aujourd'hui, je sais lire le bois, je sais celui-là qui casse et celui-là qui ne casse pas. À force de jouer pendant des heures avec les tonneaux, je suis devenu un artisan. Je maîtrise le beau geste et j'ai acquis un savoir-faire, ou plutôt un savoir-fier. Parce que ce tonneau-là, ce n'est pas n'importe quel objet. Ce tonneau-là, il sublime le vent. Il apporte de notes toastées et grillées au vent. Chaque tonneau apporte un goût unique au vent, une noblesse ce château. L'appel de la vigne, c'est l'appel à l'exploration d'un nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à me former et à chaque jour, mon butin, c'est la participation à la création d'un tonneau parfait, une œuvre d'art. Et ici, à la tonnellerie Boot, je suis tombé dans le bon tonneau pour me masteriser. Oui, me masteriser. Merci. Double 07. Je suis votre nouveau quartier maître. Vous plaisantez, j'espère. Parce que je ne porte pas de blouse. Parce que vous êtes encore boutonneux. La question de mon épiderme n'est guère pertinente. Celle de vos compétences l'est. L'âge n'est en rien gage d'efficacité. Et la jeunesse n'est en rien gage d'innovation. J'ose arguer que je puis faire plus de dégâts avec mon ordinateur portable et en pyjama avant ma première tasse de Earl Grey que vous en un an sur le terrain. Oh, alors à quoi je sers, moi? Je suis un grand fan de James Bond. Et si j'ai choisi cet extrait, c'est parce qu'il vous parle de vous, les jeunes, et de nous, les darons. Oui, parce que moi, je suis un daron. Je suis le daron de filles et d'un garçon. Et le plus important, c'est d'arriver à se connecter, mais se connecter vraiment. Et ce n'est pas si facile. Pour moi, il faut deux choses. La première, c'est reconnaître que chez l'autre, il a quelque chose d'intéressant à vous dire, il a une expertise. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être curieux. Curieux comme quand on démarre un jeu vidéo, on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Voilà. Et à ce jeu-là, on est tous gagnants. Les jeunes éveillent les consciences des darons, et les darons éveillent les consciences des jeunes. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences, c'est
quand on reconnaît que ce que dit l'autre n'est pas totalement idiot. Quand il vous apprend quelque chose, que vous lui apprenez quelque chose, et à ce jeu-là, tout le monde devient meilleur. Dans l'extrait qu'on vient de voir, Q, le jeune, éveille la conscience de James le daron. Il lui dit, je peux faire plus de dégâts avec mon ordinateur le matin avant votre première tasse de thé. Et je crois que le message, il est clair. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'expertise. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de gros muscles qu'on n'est pas dangereux. Moi, je crois que le pouvoir, aujourd'hui, il est dans l'ordinateur. Il est dans la maîtrise de l'ordinateur. Celui qui maîtrise l'ordinateur, il peut devenir expert. Vous aimez les écrans? Eh bien, tant mieux. Aujourd'hui, je pense qu'avec un ordinateur de 300 € du fin fond de votre chambre, avec du Wi-Fi, vous pouvez quasiment tout faire. Quasiment tout faire. Mais attention, là, je vais vous parler comme un daron. Oui, parce que ça, c'est important. L'ordinateur, si tu ne le maîtrises pas, c'est lui qui te maîtrise. Et tu deviens un zombie comme les autres. Eh oui. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Je suis fan de James Bond, mais pas que. Je suis aussi fan de Steve Jobs. Il paraît que j'ai fini par lui ressembler. En fait, j'ai travaillé... J'ai travaillé 11 ans pour Apple. Et ça, c'est important parce que ça m'a donné une expertise. Quand je vous parle aujourd'hui d'ordinateur, je sais comment ils sont faits, je sais ce qu'il y a dedans, je suis crédible, j'ai une certaine expertise. Et j'ai été en fait le premier embauché sur l'iPhone en Europe. C'était en 2007. Le lancement de l'iPhone sur les Champs-Élysées, c'était un truc de maboule. Je vais vous montrer un exemple du journal télévisé de l'époque où le présentateur il parlait de gadgets. Il appelait ça l'iPhone. 2007. Alors pourquoi j'ai été le premier embauché sur l'iPhone en Europe? En fait, c'est parce que j'avais déjà acquis une expertise. Je travaillais pour leurs concurrents, Nokia Multimédia, j'étais le patron de Nokia en France, au Benelux. Et je connaissais par cœur la distribution des téléphones. J'étais peut-être un de mes meilleurs à l'époque pour savoir comment on devait vendre un téléphone. Mais voilà, j'ai quand même passé 15 entretiens. Ben oui, parce que l'expertise, ça ne se réclame pas, ça se démontre. Autant l'expertise technique que le comportement. Oui, ton comportement fera que l'on croira ton expertise et qu'on t'en apportera en retour. Alors comment on a construit son expertise? À l'école, mais pas que. Moi, à l'école, j'étais un élève plutôt moyen. Il fallait 10 pour passer. J'ai jamais compris pourquoi il fallait avoir 11 et faire un point de plus. Sauf qu'une année, j'ai eu 9,5 et ils m'ont fait redoubler. Depuis, j'ai compris pas mal de choses. Maintenant, je sais que quand tu trouves le truc qui te plaît et dans lequel tu es bon, si tu en fais toujours plus, tu peux devenir expert. Ça, c'est important. En faire toujours plus de ce qui te plaît et ce à quoi tu es bon. Quelque part, c'est là où tu iras à 21 sur 20 alors que les autres s'arrêteront à 20 sur 20. Alors là, je pense que vous posez la question, il est gentil le daron, mais comment je fais moi pour trouver mon expertise? Eh bien écoutez, je vais vous faire un petit exercice. Écoutez bien mes consignes. 2 consignes. Vous êtes prêts? Attention. Croisez vos bras. Ça y est, on l'a fait. 2e consigne. Maintenant, vous les croisez, mais dans l'autre sens. Ah, c'est plus dur, hein? C'est beaucoup plus dur. Eh bien, voilà, en fait. Ce qui te plaît, c'est ce que tu fais naturellement, sans réfléchir, comme quand la première fois, tu as croisé tes bras. Ce à quoi tu es bon, c'est quand tu n'as presque pas réfléchi, et là, tu y es arrivé en mettant un peu d'intelligence. Moi, il m'a fallu 5 minutes la première fois. Eh bien, voilà. C'est comme ça que tu vas construire ton expertise, en répétant et en t'exerçant.
Moi, le truc qui me plaisait, c'est quand j'étais petit que je l'ai trouvé. Mon grand-père, à Bergerac, avait 5 rangs de vignes, et chaque année, il nous invitait à faire les vendanges. Alors, 15 personnes, 5 rangs de vignes, en 2 heures, c'était plié. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on passait un moment unique. On écrasait le raisin dans des grandes poubelles. À midi, on buvait le jus sucré qu'on venait de faire. L'après-midi, on faisait la sieste avec tous les adultes sous les arbres. C'était pas un grand vin, mais c'était notre vin de famille. Et ce vin, il était magique. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, quand je serai grand, je ferai du vin. Sauf que j'ai continué à le dire pendant un bon moment. Et puis, ce sont mes jeunes à moi qui m'ont dit un jour, mais papa, tu as 45 ans, c'est bon, t'es grand. Tu peux le faire, ton vin. Alors voilà, moi je veux travailler dans le vin parce que ça rend les gens heureux. Ça fait plaisir, le vin. Sauf que je travaillais chez Apple et je connaissais absolument rien au monde du vin. J'avais quand même appris 2-3 choses, mais je n'avais aucune expertise sur le monde du vin. Par contre, je savais poser un regard nouveau sur les choses, innover. Steve Jobs, il n'a pas inventé le téléphone. Steve Jobs, il a posé un regard nouveau sur le téléphone. Il a créé le smartphone, l'iPhone. Il a innové. C'était ça son expertise à lui. J'ai une bague de pirate. Ça marque mon état d'esprit à aller à Steve Jobs et à cette mentalité d'innovation. L'esprit, quand on arrive sur un nouveau secteur, l'envie de tout changer. Il n'y a pas besoin de venir du secteur dans lequel on veut aller pour pouvoir tout changer. Au contraire, pas besoin d'être né dedans. Inoxtag, il est né en banlieue parisienne, sa mère elle est infirmière et son père il est chauffeur de VTC. Ça ne l'a pas empêché de faire Kaizen. Sauf que il faut s'entourer des bons experts, des experts plus. Moi, je suis convaincu que le monde, il a besoin de vous, les jeunes, pour venir tout péter et tout reconstruire. Donc je me suis dit, voilà, bon, ton envie, ce que tu aimes, c'est faire du vin. Ce à quoi tu es bon, c'est l'innovation, c'est la tech. Alors je suis devenu un vrai geek du vin. Je suis devenu le président de la Wine Tech. La Wine Tech, la Wine Tech, c'est un endroit où il y a plus de 120 startups, des petites entreprises qui innovent, qui proposent des solutions d'innovation pour le monde du vin. Alors, je vais vous faire rêver et je vais vous montrer toutes les expertises que l'on peut utiliser dans les métiers de la vigne et du vin. Des spécialistes des drones, des pilotes de drones, des fabricants de robots, des mécaniciens de robots. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans les vignes, on se sert à la fois de drones et de robots. Je vais vous donner 3 exemples de choses que j'ai fait. Par exemple, on a fait des étiquettes en collaboration avec un artiste et tatoueur qui travaille sur iPad. On a vendu ces étiquettes électroniques avec les bouteilles de vin. Certaines valaient plus de 5 000 €. La réalité virtuelle, vous connaissez ? Il y a un jeune dirigeant de start-up qui s'appelle Mathieu Varon, qui est un gamer, un geek, Minecraft. Il a créé une entreprise qui permet de visiter les domaines en réalité virtuelle à distance. Les châteaux se l'arrachent. Mathieu, il a 24 ans, il est déjà millionnaire. Ouais, wow. 24 ans. Les mangas, vous en lisez ? Vous savez qu'il y avait un manga du vin ? Il s'appelle Les Gouttes de Dieu. Il est tellement bien qu'on est déjà au 23e tome. Il est tellement bien qu'il a été adapté en série sur Apple TV. Et elle est tellement bien, cette série, qu'ils ont gagné tous les prix. Ils sont en train de préparer la saison 2. Alors voilà 3 exemples de choses un peu différentes que vous pouvez faire dans le monde du vin. Moi, j'ai envie de mettre mon vin dans un jeu vidéo. Je crois que ça n'a pas encore été fait. Parce que je n'ai pas encore en fait trouvé le jeune, ou je n'ai pas encore trouvé la bonne expertise pour pouvoir y arriver. Alors il est où mon expert du jeu vidéo là ?
Bon, on se voit tout à l'heure. Hein. Tous les secteurs de l'économie se digitalisent. Tous, sans exception. Le monde du vin, c'est fait. Ça a commencé. Il ne va pas y échapper. Et donc, on va avoir besoin de nouvelles compétences, de nouvelles expertises, proposer des nouveaux métiers dans les châteaux. Soyez prêts. Les innovations de demain seront portées par vos expertises. À vous les jeunes. À nous les darons de savoir vous accepter, de vous accueillir dans ces univers-là. Alors il y a 6 mois, j'ai fait un AVC. Ouais. C'est comme une crise cardiaque. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est surtout un signal que tout peut s'arrêter très vite, comme ça. Game over, le daron. Mais j'ai beaucoup de chance, je suis là aujourd'hui, bien vivant, avec vous. Je suis très heureux. Et j'avais un message à vous faire passer. N'ayez pas peur. Allez-y. Mais allez-y à fond. Pas en mode zombie. Allez-y à fond. Trompez-vous. Inoxtag, il s'est trompé. Steve Jobs, il s'est trompé. Je me suis trompé. Mbappé, quand il rate un penalty, il y retourne immédiatement. Et c'est comme ça qu'il devient expert. Ça fait tellement mal quand on rate quelque chose qu'en fait, on arrive à trouver le chemin pour pas faire la même erreur. Comme ça, il gagne en expertise. C'est avec ses échecs qu'on arrive à se construire. Je terminerai par une chose importante. Que les métiers du vin vous intéressent ou pas, n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes nés avec une expertise au fond de vous, une expertise à faire grandir, comme un pied de vigne. Oui, vous avez tous et toutes ces expertises. Oui, oui, toi, tu as cette expertise. Tous ceux qui sont là, que je ne vois pas au dernier rang, pareil, vous avez tous cette expertise à faire grandir en vous. Et vous savez quoi? Ça, c'est important. Merci. Merci. Je m'appelle Lincoln. Ouais, ma mère était fan de Prison Break. Et j'ai eu 2 vies. Une vie en prison et une vie en libération. Ma première vie en prison, c'était à l'école. Je me suis dit, l'école, ça ne sert à rien, c'est répétitif. Et je m'y voyais comme un loser. Ma seconde vie en libération, c'est en entreprise. Je suis apprenti mécano chez Souslikov et ce que j'aime, contrairement à l'école, c'est que j'apprends un tas de choses utiles. J'apprends à me responsabiliser et se responsabiliser, c'est une sorte de contrôle de soi. Avant, je ne me contrôlais pas. À l'école, par exemple, quand j'étais un peu malade, je me disais non, je n'y vais pas. Je faisais ma victime. J'écoutais mes petits bobos pour trouver l'excuse directe pour ne pas aller à l'école. L'attitude du parfait loser. Mais cette attitude en entreprise, c'est immature, car tes collègues comptent sur toi et les clients aussi. Faire sa victime et penser que les choses arrivent à cause d'eux, ça, c'est se déresponsabiliser. C'est mon beau-père Stéphane qui m'a appris le sens de la responsabilité. J'ai eu ma première moto à 14 ans, mon plus beau cadeau de Noël. Un Monkey SkyTeam similaire à un Dax. J'avais un moteur 125 de Dirt. Stéphane m'a dit, à partir du moment où il y a un moteur, l'entretien, il est obligatoire. Et comme c'est ta moto, c'est à toi de le faire. Donc, pas possible de confier ça à quelqu'un. Stéphane ne m'a pas laissé seul au fond du garage. Il m'a tout appris sur le moteur 2 roues. Je faisais des nettoyages moteurs, je réglais le carbu, je changeais les disques de frein et plein d'autres bricoles. Il passait du temps à me montrer, à m'expliquer, mais surtout à me laisser faire. Il me disait « Démerde-toi, trouve !» Mais c'était pas de l'abandon,
c'était de la responsabilisation. Maintenant, je suis au top niveau moteur. Stéphane et moi, on a une belle complicité et ma moto, elle est en parfait état de marche. Moi, en revanche, je n'ai pas toujours été en parfait état de marche. J'ai même été à l'arrêt complet et je vous raconte ma panne. J'ai fait un bac pro mécanique navale à la sortie de ma troisième parce que j'adorais mettre les mains dans le moteur de ma moto. Et puis, naviguer sur un bateau, ça me faisait rêver. Un jour, j'ai eu de graves problèmes de santé. À la visite médicale, j'ai été inapte au métier de mécano sur bateau. Je n'avais plus de métier et je me voyais encore comme un loser. Mais je me suis repris en main, parce que c'est ça, se responsabiliser. Je me suis dit, si tu ne peux pas faire marine, tu vas pouvoir t'engager dans l'armée de terre. Et si tu ne peux pas faire mécano sur bateau, alors tu vas pouvoir faire mécano, mais sur des chars d'assaut. Alors, je suis allé au centre de recrutement de l'armée de terre pour un rendez-vous médical. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier du docteur. Et sur cette feuille, je n'ai vu qu'un seul mot. Le mot inapte. Inapte une seconde fois. Je me suis dit, tu ne travailleras jamais. Je me suis dit, tu ne sers à rien. Je me suis dit, ta vie, elle est foutue. Alors, j'ai immédiatement arrêté l'école. Pourquoi continuer d'apprendre, apprendre alors que tu es inapte? Ça fait plus mal qu'autre chose. Je me sentais inapte à travailler, mais apte à téléphoner. Et ça, c'est un acte de responsabilisation. Parfois, quand tu es le plus en panne, c'est une petite action, une étincelle ou un allumage qui redémarre le moteur. Ma mère a eu l'info par un ami. Il prenait des apprentis chez Souslikov. Alors, j'ai eu le courage d'appeler et j'ai posé la question directe. « Bonjour, je suis Lincoln. Est-ce que vous cherchez des apprentis ?» On m'a répondu oui. J'ai répondu alors, est-ce possible un rendez-vous en vrai, car au téléphone, ce n'est pas génial. Anne, la directrice des ressources humaines, m'a donné un rendez-vous la semaine d'après. J'ai préféré y aller avec ma mère, car c'était plus confiant. Et puis, aller à un entretien avec sa mère, ce n'est pas la loose, mais bien au contraire. Pour moi, c'est une fierté, car ma mère, c'est tout pour moi. Elle avait appelé plein d'entreprises déjà, et puis elle est toujours là pour mes problèmes de santé. Alors, vivre ce moment avec elle, ça, c'est important. Et puis, ça rassure un employeur quand tu n'as que 17 ans. Anne, je me souviendrai toute ma vie de son sourire. Le sourire de la confiance accordée tout de suite. Elle nous a fait visiter l'entreprise direct, le côté magasin et la partie mécanique. Elle m'a présenté à tout le personnel. J'étais super heureux, mais aussi super nerveux. Anne, elle ne savait pas que dans ma tête, il y avait le mot inapte qui tournait en boucle. Elle ne savait pas que j'étais en panne et que par sa gentillesse, elle était en train de réparer mon moteur intérieur. Je me suis dit que passer de bateau à tracteur, ça allait être compliqué. Mais avec ce regard des personnes de Souslikov sur moi, ça allait le faire. Et j'ai vite compris qu'on était en train de me donner ma chance et que j'étais apte à la saisir. J'ai commencé par une semaine de stage non rémunéré pour savoir si ça marcherait, mon rodage ou ma période d'essai. Aujourd'hui, cela fait plus de 6 mois que je suis chez Souslikov. Chez Souslikov, j'adore apprendre. Tout le monde m'apprend et on m'apprend bien. Il y a quelques mois, si on m'avait dit « voilà tout ce que tu as appris », eh bien, je n'y aurais pas cru. J'aurais pas cru être apte à apprendre tout ce que je sais là. Ça fait un choc de trouver sa voie. Je fais de la mécanique, de la rénovation, de la création de pièces et de la réparation. On va passer d'un tracteur de 2 tonnes à un sécateur qui pèse 200 grammes. Et ça, c'est magique. Et ce n'est pas parce que c'est petit que c'est moins intéressant. Un sécateur électrique, c'est aussi hyper technique. Chez Souslikov, je me suis trouvé même meilleur que ce que je pensais. Et d'ailleurs, en parlant du meilleur, le meilleur, c'est Kerwan. Il a permis ma propulsion. Kerwan a 22 ans et cela fait 9 ans qu'il est dans l'entreprise. C'est le 2e plus ancien. Il a une bonne réputation dans la mécanique. Il aide, il répare, tout le Médoc connaît sa générosité.
Il connaît tout par cœur, il a toujours réponse à tout, et il m'apprend tout, tout, tout. Franchement, l'apprentissage avec lui, c'est merveilleux. Si seulement je pourrais arriver à la moitié de sa puissance, ce serait génial. Oui, je trouve ça génial d'apprendre. C'est une satisfaction. Tout ce que j'apprends, j'arrive à le refaire. J'adore ce stade où tu n'as plus besoin de te faire surveiller. Ce stade où tu n'as plus besoin de demander. Ce stade où tu peux le faire seul et en responsabilité. Anne a remercié ma mère pour l'éducation que j'ai eue. Depuis que je suis en apprentissage, tout va tellement mieux dans ma vie. Maintenant, je n'apprends plus, mais je m'améliore. Tous les jours, avec Stéphane, on parle mécanique. Une discussion de mécano à mécano. Je lui dis, aujourd'hui, j'ai changé un démarreur de tracteur. Et il me répond, t'as fait attention au branchement des fils, et puis à la position du démarreur. Et d'ailleurs, dis-moi, pour les lecteurs des cartes, comment t'as fait? Je lui dis, aujourd'hui, j'ai changé un moteur, une carte capteur, une carte mère. J'ai fait la révision de la lame, de la contre-lame et des rondelles. J'ai vérifié les batteries et j'ai fait des soudures à l'étain. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ce que j'ai dit, mais je vous rassure, ma mère aussi, elle est complètement larguée. Et à table, le seul truc qu'elle nous sort, c'est « Quelqu'un veut du fromage ?» Bref, depuis que je suis en apprentissage, mon groupe d'amis, lui aussi, il a changé. On travaille tous. Lenny, il est maçon, Brice est dans le terrassement, Kylian et Enzo sont électriciens et Pablo est charpentier. Donc forcément, quand on mange, on se raconte nos semaines de travail. Si je n'avais pas travaillé, moi aussi, je me serais senti complètement largué et définitivement un loser. Alors, peu importe si vous avez des soucis physiques, si vous avez des soucis de santé ou même si vous avez des soucis mentaux, vous êtes tous aptes à l'envie. Une personne qui ne travaille pas est une personne qui n'a pas l'envie de réussir. Elle ne grandira pas, elle ne trouvera pas son métier. Trouver un métier, ça ne se compte pas en minutes ou en heures. Ça se compte en années et ça se révèle en pratique. Et quand les autres te voient, ils disent que tu es un bosseur. Alors, l'important, c'est de toujours essayer, toujours tenter, car tu ne peux pas être un loser, mais tu ne peux être que meilleur. Merci. L'île de la Réunion. Vous avez envie de vous en rapprocher? Ça ressemble à ça. Je suis arrivée en France avec mon cochonnet. Non, pas celui-là. Oui, celui-là. Je me suis éloignée de mon île pour participer à un tournoi de pétanque en France. J'ai été directement immergée au centre de la culture française. La pétanque d'abord, puis la culture du vin ensuite. Et pas n'importe laquelle culture. Je suis vigneronne au château Cheval Blanc en Saint-Émilion. Au départ, rien ne me prédestinait à vivre en France, rien ne me prédestinait à être dans le vin. Je suis une fille des plages qui a baigné dans la culture du rhum, mojito, daiquiri, pina colada, tiponche. Et en plus, mon père et mon grand-père étaient tonneliers chez Charette. Le vin, j'en détestais l'odeur, la couleur. Le vin, à La Réunion, c'était de la piquette. Alors, envisager ma destinée professionnelle dans le vin, c'était un rapprochement impossible. Et puis, m'éloigner un jour de mon île, même pas en rêve.
La vie est comme un terrain de pétanque. Elle est faite de rapprochements et d'éloignements, pas toujours prévisibles. Je vais vous raconter mon premier rapprochement. Avant l'âge de mes 10 ans, mon papa Julien, c'était tout pour moi. Il cuisinait extrêmement bien pour toute la famille et même pour la communauté hindoue lors des cérémonies. La cuisine, c'est un acte d'amour vers les autres. Et mon papa, il en avait de l'amour pour moi. Il venait me chercher à l'école. Lui qui ne savait pas lire, il me portait sur ses épaules. J'étais fière et lumineuse tout là-haut sur les épaules de mon papa. Nous vivions tous ensemble. Ma mère, mon père, ma grand-mère, mes 2 frères, ma sœur et moi. Je suis la petite dernière. J'étais une petite fille vive et pleine de joie au centre d'un cercle familial resserré, soudé. Maintenant, je vais vous raconter mon premier éloignement. En 1 mois, mes parents ont divorcé, ma grand-mère est décédée, j'ai perdu tous mes repères. Ça a fait l'effet d'un tir sur notre famille. J'ai déménagé, j'ai moins vu mon père, j'ai changé d'école, je me suis éloignée de mes amis. J'ai rien compris. Je me suis renfermée sur moi-même, je ne sortais plus, je regardais tout le temps la télévision, je ne parlais plus. Tout est plus simple quand on s'enferme, sauf qu'on s'éteint. En me plantant devant un écran, je me suis éloignée de la vie. En grandissant, avec le recul, j'ai compris que changer d'environnement, être isolé, se sentir dispersé dans une forme de chaos, c'est aussi une chance de se repositionner. Après l'âge de mes 10 ans, j'ai vu ma mère travailler très dur. Elle nous a élevés tous les 4. Elle a galéré, mais je n'ai jamais manqué de rien, et surtout pas d'amour. Je me suis rapprochée de mes frères, Idriss et Emmanuel, qui m'ont initiée à la pétanque. J'ai commencé à gagner et à jouer en championnat de France. Je me suis rapprochée de ma sœur, Béa. Je l'ai rejoint en France. Le deal, c'était que je poursuive mes études. Mais j'ai détesté la fac. Je me suis sentie isolée dans ces amphis immenses. Je me sentais inexistante. Ça m'a perdue. J'ai arrêté pour faire un BTS. Mais j'étais totalement démotivée par les études. Je n'ai pas eu mon BTS, je n'ai pas voulu le repasser. Je voulais travailler. Et je me suis rapprochée de ma mère, qui était femme de ménage au château Cheval Blanc. J'ai été à la vigne pour ne pas rester à rien faire. À la vigne, si tu veux travailler, il y a du boulot dans tous les châteaux. Je n'y connaissais rien à la vigne, mais je voulais travailler. J'ai fait de l'épamprage, du tirage et bois, du levage, des cavaillons. À la vigne, si tu veux, il y a du boulot. À la vigne, si tu veux, on t'apprendra. Et pourtant, on ne va pas se le cacher, l'appel de la vigne, c'était genre un numéro inconnu, un appel que je ne voulais pas répondre, un métier que je ne voulais pas faire. À la base, je voulais être styliste. Bon, je taille pas des vêtements, je taille de la vigne. J'en suis pas si loin. Aujourd'hui, je ne me verrai pas faire autre chose et je ne me vois pas ailleurs qu'au château Cheval Blanc. Car ici, je me sens en famille. Je retrouve l'esprit de ma vie avant mes 10 ans. Je me sens en lien serré avec l'équipe. Élise, c'est comme avec une sœur. Elle est arrivée il y a 2 ans
avec la formation des vignerons du vivant. On nous appelle Tic et Tac. J'adore travailler avec elle. On se comprend, juste un regard suffit. Savoir qu'elle est là quelques rangs après, qu'elle n'est pas loin comme une boule lumineuse. Et des boules lumineuses, il y en a plein autour de moi. Hugo, Maëlle, Joachim, Maude, ma partenaire de pétanque Pita, ma sœur adorée Béa, aussi partenaire à la pétanque, mais surtout ma plus grande partenaire dans la vie. Pour être franche, je ne me suis pas rendu compte de suite de tout ce que le château Cheval Blanc pouvait m'apporter dans mon équilibre de vie. Au premier appel de la vigne, mon chef m'a dit « Ça te dit qu'on te propose un contrat ?» Moi, j'ai répondu non. Éloignement direct. Je ne me voyais pas faire ça dans le long terme. C'est un métier difficile. Et l'hiver, il faut s'y tenir. Et moi, je viens d'un pays chaud. Au deuxième appel de la vigne, c'est tombé pile poil au bon moment. Ça te dit vraiment pas qu'on te propose un CDI ? J'ai dit oui. Oui pour une maison. Rapprochement immédiat. Avec Giovanni, mon chéri, on avait eu un coup de cœur pour une maison. C'était le bon endroit où on voulait se poser pour encore plus se rapprocher. On n'avait pas été voir la banque, on ne savait pas notre capacité d'emprunt. L'agent immobilier a pensé qu'on était des rigolos, qu'on ne donnerait plus de nouvelles, qu'il avait perdu son temps. Mais on a été tous les deux à la banque avec nos 2 CDI. La banquière nous a dit « Ah, vous travaillez chez Château Cheval Blanc et chez Fayat TP ? 2 bonnes boîtes. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. » Et 1 semaine après, nous avions l'accord. Facile. Nous sommes retournés fièrement revoir notre agent immobilier en lui disant « C'est bon, ça y est, on signe !» Il est resté carreau. Dans la vie, ça peut bouger très vite. Il suffit d'un CDI. Des fois, il y a des décisions qui semblent ultra complexes, mais qui sont super simples en fait, quand on met les choses dans le bon ordre. Et le bon ordre, c'est de commencer par le travail. En travaillant, j'ai appris énormément. J'ai fait des rapprochements que je n'aurais pas pu faire avant. Je vous donne un exemple. La pétanque, c'est de la concentration. Si on est distrait, ça passe à côté, ça sort du terrain. Le vin, c'est de la concentration. Si tu fais un mauvais assemblage, tu passes à côté d'une grande cuvée. La pétanque, c'est de la rigueur, c'est de l'entraînement. Mes performances doublent lorsque je pratique intensément. La vigne, c'est aussi de la rigueur, c'est répétitif. Plus ton geste est fluide et parfait, plus tu es compétitif. Des fois, à la pétanque, on gagne sur même pas 1 millimètre. Et ça me parle. Parce que dans mon métier, faire attention aux tout petits détails, c'est ça qui fera la grande différence. C'est ça qui donnera la bonne direction, celle du chemin de l'excellence. Ma mère divorcée a eu peur de voir ses enfants partir dans la mauvaise direction, mal finir. Alors, ce n'est pas un détail si j'ai envie de dire à ma maman, « Maman, c'est toi qui m'as montré la bonne direction. Avec 4 enfants sur les bras, tu n'as jamais baissé les bras. Maman, tu peux être fière de la fille que je suis devenue aujourd'hui. C'est un peu grâce à toi. Merci. » Et ce n'est pas un détail, la confiance de Pierre Olivier, directeur général du Château Cheval Blanc.
Je ne sais toujours pas pourquoi il m'a fait confiance, mais il a changé ma vie. Alors tous les jours, dans chaque petit détail, je me pousse à me dépasser, car je sais que chaque petit mouvement a une influence sur la qualité du vin produit. Car je sais, aujourd'hui, qu'à la pétanque comme dans la vie, chaque geste compte, chaque mot a son importance. Alors quand Maëlle vient et me dit « Tu as fait du bon boulot, Anna », un tout petit mot me vient à l'esprit. Un mot qui rapproche, un mot lumineux, un mot plein de gratitude. Merci. Merci pour m'avoir appris le sens du détail. Merci. Quand on est jeune, on a soif de liberté. On veut prendre son envol et s'émanciper. Moi, quand j'étais ado, ma vision de l'émancipation, c'était plutôt ça. Je voulais être banquier, être en costard tous les jours, ça me faisait rêver. Tu dégages une certaine classe et puis, tu parais responsable. Mais j'ai vite déchanté. Les chiffres, ça me parlait pas. J'étais nul en maths. Et puis quand j'allais au lycée, c'était juste pour m'amuser, pas pour travailler. Alors, j'ai vite compris que banquier, c'était pas un métier fait pour moi. L'appel de la vigne, ça a d'abord été l'appel du cash. À 16 ans, je voulais être plus indépendant financièrement, gagner ma croûte pour partir en vacances avec mes potes. Alors, j'ai commencé par une première saison à la vigne. Et puis, j'ai continué tous les étés. La dernière année, j'ai tout économisé pour m'acheter ma première voiture cash. En plus d'avoir gagné de l'argent, grâce à ce premier job, j'ai aussi appris à mieux me connaître. J'aime travailler dehors, j'ai besoin de voir le soleil et de sentir l'air frais. Puis j'aime être seul, être dans ma bulle. Et ce qui nous plaît, c'est un guide vers l'indépendance. Alors, je me suis laissé guider par un BTS Vitu-Hainaut en apprentissage au château La Grande Clotte à Lussac. Je me préparais à travailler dehors et j'étais payé pour ça. À la fin de mon apprentissage, mon boss m'a proposé de partir travailler aux États-Unis, au pays des dollars et du loup de Wall Street. Je suis parti dans un vignoble californien pendant 4 mois. J'avais 21 ans et j'étais payé $4 000 par mois. Et ouais, $4 000. Je me sentais un peu comme le vigneron du millésime Street. The American Dream. Le rêve, dit comme ça. Mais dans la réalité, ça a été un vrai challenge pour moi. Plus qu'un passeport pour les États-Unis, c'était avant tout un passeport pour l'autonomie. La vie coûte très cher. Mon salaire, c'était pas du tout d'argent de poche. J'ai dû payer mes premières factures. Ça m'a mis direct en responsabilité. Tiens, en voilà une grosse étape pour s'émanciper. Prendre ses responsabilités, s'assumer financièrement, où que tu ailles, et sans papa et maman derrière. J'ai payé mon visa, géré la paperasse, sans aucune aide. Trouvé un logement, seul. D'ailleurs, je payais un loyer, $1 700 par mois. Et quant à la nourriture, tu te fais allumer. Ce qui m'avait le plus choqué, la petite tranche de camembert. C'était $10. Tout est cher. Mais j'ai développé de vraies compétences de gestion et d'organisation. Un peu comme un jeune pied de vigne qui fait éclore ses
premier bourgeon. Parce que éclore, c'est ça, développer des capacités encore inexploitées. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et j'ai misé sur Château-Figeac à Saint-Émilion pour développer mes capacités. C'est mon espace d'éclosion. Je suis tractoriste et responsable adjoint. Je suis polyvalent et indépendant. Je prends soin de mon enjambeur. Un bel engin à 250 000 € quand même. Je m'occupe des traitements, je prépare les vendanges et je taille aussi. Mais je ne suis pas que dans les vignes. Je suis également au bureau. Je manage les équipes et je gère la traçabilité. Finalement, j'ai peut-être les qualités pour devenir un excellent banquier. Mais il m'aurait manqué une chose, ma liberté. Au Château-Figeac à Saint-Émilion, je ressens de la liberté. Quand je suis au volant de mon engin, je me sens vraiment libre. C'est une sensation exceptionnelle au travail. Laissez-moi vous immerger dans ma liberté. Quand le soleil vient me chauffer, c'est un vrai plaisir. J'aime rouler la porte ouverte, je ressens la brise du vent, je surfe sur les vignes, c'est excellent. Tout est insonorisé, il y a peu de bruit. Je mets Spotify à fond, j'écoute de la deep house, je m'imagine en bord de terrasse, petit coucher de soleil, avec une mer de vignes en paysage. Il y a peu de métiers où l'on a ce genre de sensation, cette bulle de liberté. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. J'ai un chef, Christophe, à qui je dois rendre des comptes, et c'est normal. Christophe m'a tout de suite fait confiance. Quand il part en congé, il me confie de nouvelles responsabilités. Et ça booste mon émancipation. La dernière fois, il m'a mis sur un chantier de drainage. Christophe, c'est mon guide, celui qui favorise mon éclosion. Il fait la même chose avec moi que ce que je fais avec la vigne. La vigne aussi a besoin d'accompagnement pour éclore. Quand je taille un pied, j'anticipe comment il sera dans 10 ans. Et suivant son caractère, je l'éduque pas pareil, je l'éduque comme un enfant. La vigne vigoureuse, je la calme direct. Je lui laisse plus de bourgeons. Sinon, elle grandira avant l'âge, elle partira en vrille et elle sera plus sensible aux maladies. Alors, je lui pose un cadre pour la protéger derrière. La vigne timide, je suis plus laxiste. Je la laisse pousser tranquille. Cette vigne frêle, elle me fait un peu penser à moi. Au collège, on m'appelait la brindille. J'ai toujours été le maigrichon. Et pour me développer, gagner ma liberté, j'ai moi aussi été éduqué. Et plutôt bien, d'ailleurs. Mon père m'a laissé libre de faire mes choix. Mais il m'a toujours accompagné. Il m'a donné confiance. Et comme avec un jeune pied de vigne, il m'a laissé m'épanouir sans me contraindre. Et voilà, je suis toujours aussi maigre, mais je me suis bien développé. Et surtout, je me sens bien habillé. Mais pas dans un costard, non. Habillé d'un enjambeur qui pèse 3 tonnes. Et ça en jette. En fait, moi, je ne suis pas du genre à la ramener. Je suis quelqu'un de réservé. Plutôt discret, une présence posée. Et comme un précieux millésime du Château-Figeac, qu'on débouche doucement, au bon moment, m'ouvrir, c'est pas évident. Mais là, devant vous, c'est différent. Je voudrais apporter un goût marquant, parce qu'on m'a accompagné, guidé et confié des moments. Ce soir, je voudrais faire une déclaration, faire éclore un nouveau bourgeon, mettre des mots sur mon émotion, une toute nouvelle étape vers mon émancipation. Mon père, mon guide, il m'a tout appris. Lui aussi, il a connu le moteur et les terres. Tractoriste avant moi, il en a fait sa carrière. Et maintenant, je sais, il est super fier. Je lui ai jamais dit, moi aussi, je suis fier. Fier de l'homme qui m'a transmis cet amour des machines. Fier de mon père qui m'a accompagné à prendre racine. Moi, qui voulais finir en banque, pas pour faire des casses, non, mais pour avoir la classe du loup de Wall Street. Aujourd'hui, je n'ai pas de costard, ni de cravate qui brille, juste des chaussures solides et une liberté qui scintille. Merci.